Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette deuxième partie du podcast de cette semaine, toujours avec Dame Lipasco. On est en train de papoter, oui, on était en train de papoter d'un truc assez génial qui est donc cette suggestion qui est proposée dans la méthode où l'orientation est d'éviter d'utiliser la méthode de façon négative. Et c'est parce que sur le texte que je vous lis, quoi, la traduction du texte qui n'est pas toujours super, on a cette question-là. Eh bien, dans ce cas-là, vous dites, pouvons-nous blesser les gens? Donc, le questionnement, c'est est-ce que je peux blesser avec la méthode, vu que je suis créateur de ma réalité, etc. Gardez toujours en tête cet élément qui, pour nous, est essentiel et qu'on vous a introduit bien la semaine dernière, cette notion de réalité subjective versus réalité objective. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans votre réalité subjective. Ce n'est pas pour autant qu'à chaque fois, il y aura une réalité objective. Par contre, il se peut que si vous accordiez d'un point de vue subjectif sur une peur, une croyance, on parlait de démons la dernière fois, vous puissiez ressentir objectivement quelque chose qui aura été une idée prononcée par quelqu'un. Parce qu'il aura créé sur une onde X ou Y, hertzienne lambda, vous allez prendre cette idée et vous allez vous la faire sienne, donc elle devient votre réalité. Pas forcément objective, mais en tout cas déjà subjective, qui peut devenir une réalité objective. Donc, dans cette notion de faire du mal, c'est un peu ça. Est-ce que si je pense que je vais faire du mal, je ferai du mal? Dans l'absolu, je pourrais me dire que ça fonctionne comme ça. On va voir un peu comment répond José. Donc José dit, êtes-vous capable de prendre une massue et de frapper quelqu'un à la tête? Oui. Vous pouvez blesser des gens. Oui. Maintenant, l'esprit est d'abord pour bouger et saisir une massue, puis frapper quelqu'un à la tête. Donc, nous utilisons déjà l'esprit à ce moment-là. J'adore sa réponse. Tu vois, à dire, est-ce qu'avec l'esprit, je peux blesser quelqu'un? Mais quand tu tapes quelqu'un, ton intention de départ, elle vient de ta tête, elle vient d'un processus interne, parfois qui est très court, hein. Parce que quand on a le sang chaud, il y a des moments où tu n'as pas l'impression que tu réfléchis des masses. Hein. Tu tapes et après tu dis non, je vais me taper quelqu'un. Donc, mais pourtant, il a raison. C'est quand même quelque chose qui va utiliser notre esprit. Et j'aime bien cette réponse-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette notion à dire bah, tu peux taper quelqu'un avec une massue et qu'en fait, taper quelqu'un avec une massue, donc là, on est dans le monde objectif, hein, on est quelque chose d'hyper concret dans le réel. Cet impact-là, il est né de ton monde subjectif. Donc, de ta pensée. Qu'est-ce que tu en penses de ce recadrage-là de José? Et pour moi, ça semble tout à fait normal, hein, parce que quand on regarde toutes ces scènes de violence quand les gens sont massacrés, qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce qu'ils ont dû avoir dans la tête de pouvoir agir comme ça? Qu'est-ce qui donne envie de tuer quelqu'un? Donc, et on dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On parle des gens fous qui ont massacré des serial killers, etc. On dit toujours, mais ils sont fous. Ce qui veut dire que le monde subjectif est totalement déséquilibré. Mais on l'observe dans l'action physique dans le monde objectif, tout à fait. Regarde, là, malheureusement, c'est les actualités et je pense que tu as dû aussi en entendre parler. Le Hezbollah, donc c'est au Liban, a eu ses beepers. Alors, c'était pas les téléphones, justement, c'était des beepers qui ont explosé. Et donc, ont blessé plein de gens. Je ne sais pas si ça a été validé de qui était originaire de ça. Ils pensaient Israël, mais ça, j'en sais rien du tout. On s'en fout. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est vraiment cette notion. Quoi, non, on s'en fout pas parce que malheureusement, il y a des gens blessés. Mais dans l'absolu, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à cette question-là. Là, on voit bien une pensée subjective qui est je vais mettre dans un beeper ou dans un talkie-walkie une petite bombe, un explosif, pardon. Bah, c'est quand même le monde subjectif qui s'est dit comment je pourrais faire du mal à quelqu'un, comment je pourrais anéantir des gens, comment je pourrais tuer des gens. Et vous êtes bien d'accord qu'à ce moment-là, c'est la pensée, et là c'est encore plus marquant parce que c'est la pensée qui a pensé à mettre ça. Après, il y a eu l'objectif, on a mis l'explosif dedans. Après, les trucs ont été fournis. Et quelques mois plus tard, il y a quelqu'un d'un point de vue subjectif qui a proposé de dire maintenant, objectivement, on va appuyer sur le déclencheur pour que ça casse. On est vraiment sur ce principe-là. Et on voit à quel point c'est le subjectif qui a été initialement
l'élément déclencheur de la souffrance des gens. Bien sûr, ça passe, et c'est toujours le switch dont on vous parlait. Le subjectif doit toucher l'objectif, et l'objectif, on va le corriger dans le subjectif. Et là, on voit bien que c'est le subjectif qui a créé quelque chose. J'ai une idée, j'ai un concept. Objectivement, j'ai mis des petites bombes. Subjectivement, il ne se passe plus rien. Je décide un jour, subjectivement, du coup, de faire sauter. J'appuie, objectivement. Explosion, objective. Donc, c'est le monde subjectif qui a créé la douleur objective. Ah oui, mais on a toujours dit ça. On a toujours dit que toute chose que l'être humain a créée, toute chose qui existe dans le monde objectif autour de nous, les machines, les maisons, la civilisation, en fait, a été déjà créée subjectivement. Mais pas forcément en alpha quand même. C'est ça la différence. Ouais. Tu vois là, il y a un questionnement qui est intéressant parce que imagine quand tu es en train de faire une stratégie militaire, je ne parle pas du cas du Liban, mais d'une stratégie militaire, à mon avis, tu dois être quand même dans une transe bien particulière. Hein. Je ne sais pas si tu es en alpha, mais tu dois être dans une transe bien spécifique. Hein. Tu dois être un peu coupé déjà des émotions, de l'empathie. Tu vois, il y a quand même, c'est une transe qui est quand même très particulière, j'imagine. Oui, mais il y a... Oui, juste ce matin, j'étais en train d'entendre l'enregistrement numéro 6 et José est en train de dire, mais il y a des milliers de types de transe. Même en bêta, tu peux être en transe. Pour que tu es totalement focalisé sur quelque chose et tu es connecté mentalement avec, donc tu es en transe. Donc oui, donc je crois que personne ne va disputer le fait que ça commence avec le subjectif, mais nous, on était en train de dire que quand tu es à niveau et tu as l'intention de faire du mal, tu ne vas plus pouvoir être dans ce type de transe. Et ça ne veut pas dire... Exactement. Là, ton cadrage, il est super bon. Tu ne vas pas être dans ce type de transe. Ça, c'est vraiment pertinent. Et là, on revient un petit peu en amont, ça va plus parler aux hypnos à mon avis, mais vous savez qu'en fonction de l'intentionnalité que vous allez avoir de votre transe, on peut avoir par exemple une transe qui va être basée sur de la thérapie des parties où là, vous allez pouvoir beaucoup papoter, etc. Par contre, vous allez avoir des transes stuporeuses, par exemple les SDL, où à ce moment-là, la personne, elle ne parle plus. C'est des transes, mais c'est des transes qui ont des fonctionnalités et des orientations possibles qui sont différentes. Je peux avoir une transe légère qui ne me donnera pas une anesthésie ou une analgésie. Par contre, je vais avoir une transe somnambulique qui me le permettra. Donc, les formes de transe vont avoir des orientations possibles qui sont pas les mêmes. Et si on parle de transe avec Silva, la transe Silva alpha, à ce moment-là, elle n'est pas orientée pour de la destruction. Même les arts martiaux, vous êtes en transe, bien que vous avez les yeux ouverts et vous êtes en action, vous êtes dans un type de transe. Tous les artistes sont dans un type de transe. Donc, oui, c'est extraordinaire à quel point les gens disent que la transe, c'est un état très, très... Mais non, la transe, même en millisecondes, on a des trans tous les jours et on ne se rend pas compte. Les daily trans, les trans du quotidien. Yes, daily trans. Alors, donc là, on est vraiment dans cette idée. La question, c'est est-ce qu'on peut blesser quelqu'un? Donc, il nous fait cette comparaison-là avec l'intentionnalité de la massue. En faisant de sorte que le corps exécute cette action, maintenant, disons-nous que nous pouvons blesser les gens avec l'esprit ou pouvons-nous blesser les gens avec le corps? C'est normal. Question normale. Maintenant, que voulons-nous dire ici? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Ensuite, voulons-nous dire que nous pouvons utiliser les dimensions psychiques pour blesser? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la dimension psychique et la dimension alpha, je suppose. Eh bien, combien de cela est transformé dans les structures biologiques en un sens processus destructeur? Nous sommes un corps et un esprit, nous ne sommes pas juste l'un ou l'autre. Là, c'est intéressant, il nous ramène petit à petit à notre réflexion. Est-ce qu'en pure notion de je suis en alpha, je pense à faire du mal à quelqu'un, est-ce qu'il y aura une réception potentielle de je veux faire du mal à quelqu'un? Et là, il est en train de dire attends, il y a du corps physique, il y a du corps psychique, il y a une notion psychique et il y a du physique. C'est pas si évident que ça. Et si j'utilise pas mon psychique pour utiliser mon physique pour faire du mal physiquement, pour l'instant, ça n'a pas l'air très juste.
Et d'ailleurs, tu as vu, c'est marrant parce qu'à cette époque-là, il n'est pas en train de dire on ne peut pas le faire. Il n'est pas en train de dire on ne le fait pas. Il est en train d'expliquer comment il en est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas le faire. Mais il n'était pas, tu vois, comme aujourd'hui, on va dire non, on ne peut pas le faire. D'ailleurs, il y a des suggestions qui l'orientent. Là, il est dans la démonstration de pourquoi c'est pas un état d'esprit qu'on peut avoir. Alors, nous commençons. Non, nous traînons l'autre. En fait, il y a une autre partie de cette discussion qui n'est pas vraiment la même chose, mais ça rentre toujours dans l'idée de faire du mal psychique. Ouais. C'est l'idée de le faire à distance. Parce qu'à distance, évidemment, tu ne peux rien faire physiquement. Mais est-ce qu'on peut faire du mal à distance? Et là, il entre dans tout à fait une autre discussion. Parce que pour lui, l'idée, c'est que à distance, on peut uniquement faire en sorte qu'on ramène les choses à leur forme parfaite. Mais on ne peut pas, le détruire. Physiquement, on peut détruire. Quelque chose a une forme et on peut justement casser, enlever des parties, etc. Mais l'idée, c'est qu'il y a une sorte de forme psychique qui est toujours parfaite. Et nous, quand on travaille à distance, on ne peut pas travailler sur la forme physique parce que ça, c'est dans le monde objectif, il y a du temps et d'espace. Bien sûr, bien sûr. Objectif, on peut travailler sur l'idée de la forme qui est parfaite. Et puis, on est supposé offrir cette possibilité à la personne parce qu'on ne peut pas guérir les gens non plus. Une personne peut uniquement guérir elle-même. Mais si la personne, peut accepter cette énergie, elle peut utiliser elle-même pour faire que le corps revienne beaucoup plus à l'idée de la forme idéale. C'est presque platonique, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ça. Alors, ça n'a rien à voir avec l'intention, ça faisait plus affaire avec qu'est-ce que c'est possible à faire à distance avec l'esprit. Ouais, mais je trouve que tu as raison, hein, c'est hyper lié à ce que là, on est en train de voir. Est-ce qu'on peut être destructeur? Je pense que c'est un peu ça que la personne avait en tête. On n'était pas à la conférence, mais on peut bien imaginer que c'était, vu qu'on peut corriger, et quoi, tu vois, là, il était plus dans, vu qu'on est capable de tout créer, on serait capable donc de créer du mal pour les gens. C'est un peu le truc. Mais donc, du mal pour les gens à distance. Oui, et je crois que ça, c'est hyper important parce que je me rappelle un moment où quelqu'un avait programmé pour quelqu'un d'autre et je ne sais plus ce qui s'est passé, mais il a dit « Oh, mais peut-être j'ai fait une erreur de programmation parce que moi, je l'ai visualisé comme ceci et en fait, j'ai fait une erreur parce que ce n'était pas ça le problème. Peut-être j'ai créé un problème. » Et là, j'ai dû expliquer, mais non, tu ne peux pas créer un problème à distance. C'est ton intention positive. Et peut-être tu as travaillé sur le foie au lieu des reins. Ce n'est pas grave, tu as travaillé sur l'image de bonne santé. Et tu ne peux pas. Et tu te rappelles une fois? Non. C'est pas une fois, mais quelquefois je parle de comment j'ai vu une démonstration des cas avec Isabelle Silva. Et il travaillait sur une personne qui avait une couverture. Et quand on a passé à la correction, elle devra le visualiser en bonne santé. Elle a fait comme ça. Alors, évidemment, si tu fais ça physiquement, tu risques des graves blessures. Tu peux vraiment créer du mal. Mais évidemment, elle utilisait simplement un symbole pour renforcer son intention pour l'image de parfaite santé, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Oh là là, si je fais une erreur dans ma correction, je risque de faire du mal. Non, à distance, ce n'est pas possible. Et ça, c'est très important pour José. On ne peut pas créer du mal à distance parce que dans la présence de l'aura de quelqu'un, apparemment, il y a cette possibilité, mais à distance, non. Alors là, il y a deux choses que j'aime bien. Là, ce que tu disais avec la colonne, hein, c'est le principe de forme-pensée. On vous a parlé de Brofman, lui, il a vraiment surexploité le principe de forme-pensée et de dire, au travers du symbole que tu as, tu te focalises dessus et donc tu modèles les choses pour que tu veux, dans le sens où tu veux que ça aille. Donc, cette notion, elle est intéressante et c'est là où on voit à quel point il a pris de la méthode à ce moment-là. Deuxième chose, et là, c'est pour refaire un parallèle avec les copains hypno,
C'est un peu pareil en hypnose. Alors bien sûr, on peut dire oui, on peut faire des suggestions pourries, mais dans 90% du temps, quand même 99% du temps, quelqu'un vient vous voir pour une séance. Vous pouvez parfois ne pas être hyper bon à jongler avec les mots, que votre sémantique hypnotique, elle n'est pas folle. Il y a de la négation, il y a des choses un peu dark, quoi, pas forcément hyper brillant, certes. Mais on dit beaucoup en hypnose et de façon générale dans les psychothérapies, un des points essentiels est le rapport, c'est-à-dire le lien que tu vas créer avec la personne et l'état dans lequel il va se trouver avec toi. Est-ce qu'il est en confiance? Est-ce qu'il on revient sur l'intention, est-ce qu'il est vraiment dans cette attente positive, dans cette attente constructive, même si tu dis des conneries parfois dans tes sémantiques, même si parfois c'est pas tout à fait juste, il n'y a pas une suggestion magique qui va tout casser chez la personne. Mais si 80% du truc avec une attente, une écoute, une réponse à ses retours, tu vois, par exemple, tu fais une suggestion, il dit ah ça je le sens pas, ça me fait pas du bien, tu dis ok, c'est pas grave, on va retirer ça, maintenant on revient à l'étape d'avant et que la personne se sent bien, même s'il y a eu des choses qui pourraient sembler un peu destructeurs, pardon, c'est pas du tout le cas. C'est très très rare des séances où tu abîmes des gens. Les gens, tu as tellement une intention qui est positive, tu fais tellement d'efforts, tu essayes de trouver ce qu'il y a de mieux pour la personne. Tu es dans une sémantique qui est quand même basée sur du positif. C'est pas parce que tu fais des erreurs que c'est pas basé sur du positif. La personne le sait, le ressent, le perçoit. Elle est en transe, donc elle sait très bien, elle ressent des choses qui sont plus claires à l'intérieur d'elle. C'est très rare de faire du mal aux gens. Ça reviendrait à l'idée tu aurais une suggestion absolue qui fonctionne à chaque fois. Non, mais ça serait. Que ça soit en positif ou en négatif, si sur une suggestion, tu détruisais la structure psychique, mentale, émotionnelle d'une personne, ça serait. Inversement, si une seule suggestion sauvait tous les êtres humains sur 5 générations, ça serait aussi. C'est pas le cas. Donc, c'est un peu pareil. On ne peut pas vraiment faire du mal dans cette notion-là parce qu'il n'y a déjà pas l'intention du tout. Il y a une vraie volonté alors j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est de la bienveillance. Il y a vraiment cette notion où on tente d'amener du bien et de veiller à ce que ça fasse du bien. Et rien que ça, c'est pas possible. Même si tu fais une erreur, même si ton geste n'est pas bon, même si plein de trucs, ça pose pas de problème. Ça va pas abîmer la personne du tout. Et ça, c'est hyper important en hypnose, on l'a aussi. Je dis pas que derrière, on peut pas faire des trucs pourris en hypnose. Si, on le voit bien, hein, on va dire l'hypnose de masse qu'il peut y avoir parfois dans les médias peut orienter une pensée à voir des choses bien ou mal, à polariser les idées, etc. Mais là, on parle en cabinet, on parle avec des gens qui ont une intention qui est de vous accompagner comme quelqu'un qui fait un cas. C'est rare qu'ils disent « Ah, je vais regarder pour voir si j'ai une bonne intuition sur la problématique. Tiens, je vais lui faire du mal. » Personne ne fera ça. Je connais personne qui a eu cette idée-là. J'ai horriblement peur de travailler si c'était le cas. Donc, clair. je peux très bien envoyer une petite équipe de bonhommes avec des outils magiques, etc. Et là, je cite une de mes instructrices qui des dizaines de fois chaque jour. C'est un mécanisme de concentration. C'est tout. Et c'est pour pouvoir focaliser votre intention. Exactement. Et l'intention est toujours positive. C'est ça. Il y a personne qui, en tout cas, imaginez la logique absurde d'une personne qui se dit « Bon, je vais étudier la méthode Silva pour faire du mal à quelqu'un. » On va te parler de te réveiller, on va te parler de ne plus avoir mal à la tête, de te faire du bien, de trucs, de créer ton intuition. On ne te parle pas de magie, on ne te parle pas d'opérer sur des champs de conscience pour faire des choses sur les autres. On te parle de mind control à l'époque, donc de contrôle de ta propre pensée. Donc déjà, ce n'est pas axé sur les autres, mais c'est axé sur toi. La personne qui viendrait faire 4 jours en ayant cette intention-là, à la fin de la matinée, souvent offerte par les instructeurs, elle ne sera plus là. Hein. Parce que ça ne répond pas. Ça n'a aucun sens à ce moment-là. Tu veux faire du mal, étudie l'occultisme ancien avec des vieux grimoires, tu trouveras de quoi faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je pense qu'en fait, c'est un vrai faux problème. Je comprends le questionnement, hein, mais je ne crois pas que ce soit une notion avec une intentionnalité qui soit vue
dans la méthode. Les gens qui ont ce côté ultra malsain et tout, ils vont se barrer, ils vont pas rester ou ils vont pas utiliser. Je crois que je t'ai déjà raconté que tout au départ, il y avait un groupe de diplômés qui disaient oui, c'est vrai, mais on le croit parce que José nous l'a dit. Donc, nous, on veut expérimenter nous-mêmes. Et tout un groupe s'est mis à niveau pour se concentrer à faire un mal de tête à une autre personne qui était à distance. Je ne sais plus si lui, il avait donné d'accord ou non. Et j'ai l'impression que oui, mais c'était strictement dans l'idée on va expérimenter pour voir le résultat. Ok, ouais, c'est bien. Le résultat, donc je ne sais pas raconter ça? Non, ça ne me dit rien, c'est pour ça que je trouve ça. Ok, donc le résultat, c'est que l'autre personne n'avait pas du tout mal à la tête, mais toute personne dans le groupe qui a concentré sur l'idée s'est créé un mal de tête. Il y a complètement du sens en plus. Oui. Il y a vraiment du sens. Oui, parce qu'ils sont organisés eux-mêmes, ils ont créé ça dans leur même, mais à distance, non, aucun effet. Ok, mais vous voyez, c'est en ça où je trouve que c'est vraiment intéressant comme notion à prendre en compte. Mais en revenant de façon plus globale, hein, je ne vois pas quelqu'un qui en étudiant ça, ait une intentionnalité négative. Après, il y a toujours des gens qui sont déviants par rapport à des choses, etc. Je comprends bien, hein, mais ça demanderait en fait trop d'énergie. Moi, je reviens toujours à la même chose. Et là encore, je reviens à ce que je disais il y a quelques années en hypnose, où les gens me disaient, ouais, d'accord, mais avec l'hypnose, tu peux manipuler les gens. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, l'hypnose conversationnelle, l'hypnose qu'on appelle covert hypnosis, oui. Il y en a même qui appellent ça dark hypnosis. Ok, c'est vrai. Et, on peut orienter un peu la manière de penser des gens. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu vas te prendre la tête à apprendre pendant des mois, maîtriser le truc sur des mois, voire des années, après mettre en pratique, voir si ça marche ou ça ne marche pas, après avoir tes retours sur le truc et dire ça y est, maintenant j'ai ma méthode, je suis quelqu'un de dangereux. Ok. Alors tu aurais pris un flingue, tu aurais dit à la personne, tu me donnes ça, tu fais ça, ça te prend 25 minutes et tu as tout ce que tu veux. Tu es violent avec quelqu'un, tu mets un couteau sous sa gorge, tu dis donne-moi ça, fais ça, il va le faire. Tu fais peur à quelqu'un, il va le faire. La plupart du temps, ça t'a pris 10 secondes. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête pendant des années à étudier un système pour dire ouais, mais maintenant je vais te manipuler ou je vais lui faire ce que je veux, alors qu'il suffit de lui faire peur, l'angoisser et y aller dans une espèce de maltraitance. C'est hyper facile d'utiliser sa force, la violence et tout pour obtenir les choses. L'extorsion de fonds, en général, il se fait rarement sur oui, alors maintenant, si tu veux maintenant, mais dans un instant ou peut-être plus tard, tu pourras me donner tout de suite ton code bancaire pour que je te prenne 100 000 € et que tu sois d'accord parce que tu ne penseras plus que tu as pensé que tu me les as donnés. Vas-y, donne-moi 100 000 balles, je viens de t'extorquer. Tu vois, il y a un moment ou un autre, il faut arrêter de déconner. C'est pas logique. Donc, il faut vraiment voir ça. C'est-à-dire que moi, je comprends les questions et je comprends qu'on ait peur et qu'on me dise ouais, mais c'est pas logique. Personne ne va faire ça. Tu as raison, c'est pas du tout logique. Mais ça serait tellement quoi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est plus la personne étudie. Moi j'en lis des bouquins, ce qu'ils appellent donc les covert hypnosis, les dark hypnosis, etc. Ouais, prenez du pouvoir sur les autres. Alors déjà, je suis pas sûr que, vu le nombre de bouquins qu'ils ont dû vendre, ça n'a pas dû marcher des masses, hein, parce que s'ils étaient si bons que ça, on aurait tous acheté le bouquin. T'es bien d'accord? C'est des auteurs inconnus, donc ça prouve ils sont nuls. Parce que c'est marrant d'entendre un mec qui dit « je vais vous apprendre à vendre et à manipuler », et le mec, il est inconnu au bataillon de l'hypnose. Mais inconnu. Son bouquin, on ne le connaît pas, il n'a jamais été classé, il est pourri. Ça veut dire que ta propre technique ne marche pas. Et tu vas me vendre ta technique, mais c'est pas bon. Et en fait, tu t'aperçois que ce qu'ils disent est juste, tu vois les process et tout, mais c'est tellement long à mettre en place. C'est tellement, tu vois, déjà rien qu'influencer. Tu prends l'hypnose business, tu vois, dans le business. Oui. Donc, la forme la plus connue, c'est la PNL. Les gars, on va poser dessus, les pieds dans la porte, tous les trucs de base. Okay. On apprend à influencer les gens. Mais... Exactement. Mais on se rend compte, moi, pour l'avoir testé plein de fois, que mon taux de réussite, il y a des moments, il devenait meilleur, mais il y a des moments, il était pourri. Alors que tu mets un peu la pression à quelqu'un, tu as un taux de réussite qui est vachement plus réussi. Alors, il y a peut-être moins de win-win à long terme, mais la notion d'influence, elle n'est pas autant que ça fonctionnelle. Et elle est longue.
pour influencer réellement quelqu'un, surtout dans le business, il faut que ça dure longtemps parce que tu veux que ça recommence à long terme. Ce n'est pas des one-shot, je vends un truc et c'est fini, je ne veux plus parler de toi, tu vois. Et du coup, tu te rends compte que c'est hyper compliqué. Donc, la notion de dire, ouais, je vais étudier un système pour potentiellement faire du mal. Mais t'as envie de faire du mal, dis des trucs méchants à la personne, ça ira plus vite. Hein. Quoi, psychiquement, tu veux lui faire du mal, tu l'appelles, tu dis je t'aime pas, je te hais, ça ira plus vite. Hein. Oui, oui. Et un très bon exemple de ça, c'est les jeunes qui sont influencés par Facebook ou les médias où il y a des trolls qui les insultent, etc. Et ils sont détruits. On pourrait dire, mais il n'y a rien de physique qui s'est passé, c'est subjectif. Bon. On entend les mots, on voit les mots, mais tout le reste est subjectif. Mais ouais, voilà. Tout à exactement. Là, ton exemple est super. Le harcèlement en ligne, vous voyez, il n'y a pas besoin d'apprendre à parler à un esprit ou à parler de manière subjective à quelqu'un pour lui faire du mal. Hein. Tu le harcèles, tu mets des bots, tu programmes des bots à longueur de temps à dire t'es nul, t'es moche, tu sers à rien. Bah t'inquiète pas que ça va toucher la psyché bien plus que et ça te prend 10 minutes alors que apprendre un système. Allez, en alpha. Commencez à te dire maintenant je vais commencer à faire du mal. Mais je suis pas sûr que ça marche. Déjà, ça fait quand même beaucoup de si. Hein. Donc, vous inquiétez pas trop. La notion déjà de si quelqu'un utilisait un système pour faire du mal d'un point de vue subjectif, c'est que vraiment, il n'a rien à faire de sa journée, rien à faire de sa vie. Hein. Mais vraiment, rien de rien. Hein. Parce que si vraiment il voulait être effectif, c'est pas ça qu'il utiliserait. Comme il disait, hein, vaut mieux prendre la massue plutôt que dire oui, tu vas avoir mal à la tête. Hein. Oui. Ça ira un peu plus vite. Alors, du coup, se reflète à l'autre, vice-versa. Alors, nous commençons par l'esprit. Si nous disons que le corps est un niveau psychique, émet une radiation, alors ça, il aime bien, bon, c'est pas grave. Ce qui est comme un émetteur, vous êtes un émetteur, et cet émetteur module sa fréquence par le processus de pensée. OK. La mère de bébé âgé de 3 mois, disons, qui est inquiète parce qu'il y a un facteur d'allergie dans la famille. Vous pouvez retracer, remontrer, etc. Alors, OK. Bon, là, il parle de l'influence. Bon, ça, c'est pas le plus important. Mais il parle de l'influence de la psyché sur potentiellement le corps et comment, déjà par nous-mêmes, on peut avoir une auto-influence qui peut être compliquée ou effectivement, mais là, on ne parlerait pas forcément de pouvoir psychique ou autre, c'est le paraverbal. On va reprendre le coup de l'araignée. Tu as un père ou une mère qui est arachnophobe, c'est-à-dire qu'il vraiment, il devient gris, il ne bouge plus et il fait, voilà, il est en freeze. Toi, tu vois ça, t'es gamin, tu ne comprends pas. Ouais. Papa, maman, araignée, il voit une araignée comme ça, il est en train de péter un câble. Toi, tu as de fortes chances de devenir arachnophobe. Tout à fait. C'est purement subjectif. Hein. Ça, ils ont appris directement des parents. Exactement. Donc, cette notion-là d'apprentissage et du travail de la psyché sur le corps, oui, il est possible dans cette notion-là. Mais et là, on parle des phobies qui sont plutôt psychiques, mais exactement. Il y a des cas aussi où c'est une allergie qu'on apprend. Alors vraiment, la combinaison objective-subjective, parce que c'est psychosomatique pour certaines personnes. Bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas tous, mais bien sûr, il y a des cas où on a prouvé, oui. Ah oui, il y en a qui déclenchent, après plein de trucs, parfois après des lectures de quelque chose. Dire, j'ai tous les symptômes, donc baf, d'un coup, il déclenche. Oui. Donc, bon, on va s'arrêter là, mais globalement, pour l'instant, il est dans le truc de dire, c'est pas jouable. On ne peut pas blesser quelqu'un simplement par la psyché et par envoyer. Gardez bien ça en tête. D'ailleurs, la phrase sur laquelle on dira la prochaine fois, c'est « mais il est toujours préférable d'aider plutôt que blesser ». Nous devons apprendre que nous faisons partie du créateur avec des limitations. Et j'aime bien cette notion-là, c'est qu'en fait, il ramène petit à petit à dire « c'est bien sympa tout ça, mais on est limité ». Et la psyché elle-même, même si on va un peu débrider nos potentiels, il y a un moment donné, et le physique et la psyché vont avoir
un plan où ils ne peuvent pas aller. Pour la psyché, c'est très simple. Hein. Essayez d'imaginer ce qui est 1 milliard de kilomètres. Vous ne pouvez pas. Imaginez ce que c'est 100 000 fois notre espace, notre univers. C'est impossible. Notre cerveau, il ne peut pas. Il est incapable de se rendre compte de ça. Imaginez ne serait-ce que 1 million de personnes dans un stade, personne ne peut le faire. Notre cerveau, il ne peut pas. La psyché ne peut pas. Donc, des limites, on en a plein. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est ce qu'il amène. Il dit, on peut faire plein de choses, mais on a des limites. Et cette notion de vouloir blesser par l'esprit, c'est une des limites qu'on a. Et du coup, il est toujours mieux d'aller dans une dynamique de positive, d'aller aider, etc. Parce qu'on aura de toute façon, et pour nous, et pour l'humanité de façon générale, des retours qui seront bien plus, nous apporteront bien plus que toutes les choses négatives qu'on pourrait mettre en place. Oui. Donc ça, c'est un peu l'élément. On reviendra dessus de toute façon. Là, après... Pas simplement moral, mais même les neurologues nous disent que quand on fait du bien pour quelqu'un d'autre, on a tout de suite des neurotransmetteurs produits qui nous donnent plaisir, remboursement, etc. Donc, on se sent bien quand on aide les autres. Ouais, bah, bien sûr. Bah, c'est le... Parce que chez Berne, en analyse transactionnelle, on appelle les strokes. Hein. Ça nous ramène des unités de reconnaissance. Et on est nourri du fait qu'il y a des gens qui disent « Oh, merci, oh, c'est gentil » ou un sourire, parce que les gens sont un peu trucs, qui te regardent et qui juste ils baissent la tête. Et ce petit truc-là qui est un remerciement, nous, on a de la gratification, ça nous nourrit et on est content. Hein. Donc oui, le positif, faire du positif amène des feedbacks qui sont la plupart du temps positifs. Le négatif, c'est déjà se mettre dans un paquet de trucs négatifs. Et tu vois, là, bon, juste pour finir là-dessus, mais j'écoutais il y a quelques temps des reportages sur les gangs et notamment les tueurs des gangs, donc vraiment des gens qui ont tué. Et à chaque fois, les journalistes, ils ont la question, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait et tout? Ils disent non, je ne suis pas fier. Est-ce que si tu pouvais recommencer, tu tuerais quelqu'un? Et ils disent tous, oh non. En fait, ça m'a pourri ma vie, ça me hante. C'est très rare, hormis si le mec est psychopathe, tu vois, où il est vraiment coupé de ses émotions et tout. Mais tous ceux qui sont à peu près cohérents et qui répondent à cette question-là, je ne parle pas vraiment des serial killers qui ont vraiment des pathologies bien spécifiques et tout, mais des mecs qui disent, non mais moi j'ai fait ça pour gagner de l'argent, pour partir en vacances, parfois des trucs ridicules, tu vois, pour m'acheter une belle voiture, pour faire vivre tel ou tel truc. Et quand tu leur dis, mais est-ce que ça t'a apporté du bon? T'es riche, t'as du truc? Ah non, je suis pas bien. Je rêve encore des visages des gens, je suis pas heureux. Donc en fait, cette notion-là de la plupart du temps, tu fais du négatif, t'en tires pas, même si tu vas avoir un côté, là on peut dire purement objectif qui serait bien, tu as gagné plein d'argent, et ben c'est pas dit que tu sois heureux par rapport à l'objectif et ton monde subjectif lui reste triste, violent et pas cool. Donc, vaut mieux aller de toute façon vers plus de positif. Voilà pour conclure. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? On a déjà dit beaucoup de choses sur juste 2-3 lignes, comme normal. Comme d'hab. Bon. Okay. Yes. Donc, n'hésitez pas à aller voir les agendas pour les instructeurs des différents pays, donc BE, CH et COM, la méthode Silva. Pensez à qu'il y a du online et qu'il y a du présentiel. N'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas aussi à faire plusieurs séminaires, comme ça vous voyez différents types d'instructeurs, façon d'aborder la méthode, etc., etc. Et si vous voulez voir Lee, mois d'octobre en France et en Belgique, mais c'est plutôt pour l'hypnose donc, et de Supermind, qui peut être un élément d'ouverture. Si vous n'avez pas fait Silva et que vous ne faites pas d'hypnose, ça peut être cool aussi. Voilà, sur ce, c'est bon pour toi, Lee? C'est bon pour moi. Si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Everyone, à très vite. Ciao! Ciao.